Moi, il y a un truc que j'ai pas compris. Quand il y a eu l'histoire des APL, je n'ai pas compris pourquoi on n'entendait pas la France insoumise. Ah bien tiens, justement, on a entendu. Ah, d'accord. Regardez la séquence hier à l'Assemblée nationale. On les a entendus. Nous sommes le 26 juillet à l'Assemblée nationale. Alexis Corbière, député de la France insoumise, interpelle le Premier ministre sur ses arbitrages concernant les revenus les plus modestes, notamment la baisse de 5 € sur les aides personnalisées au logement. Le gouvernement est sous le feu des critiques depuis qu'il a annoncé une baisse de 5 € par mois de toutes les aides au logement à partir d'octobre. Après les retraités, les fonctionnaires, les smicards, vous attaquez maintenant les plus pauvres. Pendant que Jean-Luc Mélenchon fait son numéro avec son sac de commission, déployant un jeu d'acteurs saisissant. Vous avez sûrement vu ces images, originales ou détournées, à la télé ou sur les réseaux sociaux. C'était évidemment le but recherché par les députés insoumis, et un prétexte pour attirer l'attention sur un problème politique. Allez, on se le remet. Un coup de rouge. Un petit coup de rouge. Du coup, moi aussi, je vais m'en servir de prétexte pour évoquer un point important dans l'analyse du pouvoir des médias. Personne n'a le monopole du cœur, mais certains semblent avoir le monopole de la démagogie. Sortir une pancarte, un graphique ou un objet quelconque est interdit à l'Assemblée nationale. Mais les insoumis vont surtout se voir reprocher la dimension démagogique de la manœuvre. C'est vrai que c'est un peu démago de faire ça. Il faut dire qu'ils n'en sont pas à leur premier coup d'éclat depuis que la nouvelle Assemblée a commencé à siéger. Autant le coup de l'hologramme n'avait qu'un lointain rapport avec le contenu de la politique proposée par la France insoumise, autant là, on voit bien pourquoi il fait ça. Tout le monde comprend qu'il s'agit de montrer ce que représente concrètement 5 €. Il faut faire en sorte de donner une réalité concrète à ce qui se produit, c'est pas toujours facile. Et les paniers à provisions arrivent dans l'hémicycle. Je veux simplement poser la question, jusqu'où va-t-on aller ? On comprend évidemment à chaque fois qu'il y a un message derrière, que ce n'est pas que un coup de com'. Il s'agit de faire rentrer la vie des gens ordinaires dans l'hémicycle. Il faut ciseler les interventions et la forme et la manière d'intervenir pour que ça puisse parler. Quand vous apportez un panier de provisions de 5 € dans l'hémicycle, tout de suite on voit de quoi vous parlez. Vous trouvez que c'est utile ? Appuyer l'argumentation en montrant ce que représente vraiment 5 € dans le budget des foyers standards et modestes. Qu'ils soient étudiants, jeunes travailleurs ou retraités, ils touchent l'aide personnalisée au logement et vivent à 5 € près. Même si je suis pas sûr que les foyers les plus modestes ou les étudiants fauchés achètent cette marque de sauce tomate. Bon, en revanche, le paquet de tranches de pain de mie déformées et écrasées dans le sac, ça doit parler à beaucoup. Vous avez vu l'histoire qu'ils m'ont fait parce qu'on a sorti les haricots et tout le reste ? N'empêche que c'est vrai. 5 €, c'est pas rien. Il y a qu'eux qui croient que c'est rien. Forcément, quand vous avez une ministre qui se ramasse 1,3 million en spéculant sur des licenciements, clairement, pour elle, 5 €, c'est même pas ce que c'est. Faire des économies, qu'il faut baisser les impôts, qu'il faut relancer la croissance. Une partie de la stratégie insoumise repose sur l'espoir de susciter chez des députés La République En Marche des envies d'autonomie, et ainsi enfoncer un coin dans le bloc majoritaire. Ce n'est pas infondé, mais c'est optimiste. Vous voyez la salve d'applaudissements récoltée par Gérald Darmanin. Merci. En fait, le cœur de leur stratégie n'est pas un mouvement d'entrée, mais bien plutôt de sortie vers l'extérieur. Diffuser ce qui se dit dans l'Assemblée vers l'extérieur, vers l'opinion publique. Nous nous adressons, en parlant à l'Assemblée, en agissant ainsi, à l'ensemble de la population pour la convaincre. La chose est connue de tous les rhéteurs, on ne cherche pas à convaincre son adversaire direct, mais l'auditoire, la foule assemblée, les spectateurs. S'adresser au grand nombre, c'est s'adresser plus largement que l'hémicycle. Leur but est donc de jouer l'opinion publique contre la majorité législative. On s'est aussi servi de l'Assemblée, il faut bien le dire, pour décloisonner le débat et faire en sorte que nos interventions puissent résonner à l'extérieur. Pour réussir cela à court terme, il n'y a pas 36 moyens. Il faut passer par les médias. D'abord pour essayer de convaincre, on joue notre rôle de député, mais aussi à travers l'Assemblée pour faire de l'éducation populaire, pour donner des informations, convaincre les Français. Voilà, on s'en sert aussi comme chambre un peu L'expression que cherche Éric Coquerel, là, c'est chambre d'écho ou caisse de résonance. C'est une façon d'utiliser l'Assemblée comme caisse de résonance pour tenter de réveiller en quelque sorte les Français qui sont plutôt sur les départs en vacances. Les médias, et plus encore les réseaux sociaux, deviennent dès lors une pièce maîtresse du dispositif. Ils vont servir de levier pour faire avancer les idées que le petit groupe peine à faire entendre dans l'Assemblée. On voit bien que nos interventions, elles ont de l'écho. Donc de ce point de vue, ça peut servir, même si le rapport de force, pour l'instant, est écrasant et fait que nous n'avons pas des marges de manœuvre. Il s'agit de se grossir, à l'image des techniques de défense de certains animaux.
Il faut dire que les nouveaux moyens de communication mettent à leur disposition des outils intéressants. Grâce à la chaîne parlementaire émettant en continu, l'intégralité des débats, en commission comme dans l'hémicycle, est diffusée, non plus seulement la séance des questions au gouvernement. Il est par ailleurs habile d'isoler un extrait pour favoriser sa diffusion massive sur les réseaux sociaux. Fournir du contenu partageable, comme on dit, voire propice à faire le buzz, ainsi que donner de belles images pour la télé, friande de ces coups d'éclat suscitant du commentaire. Alors de là à se dire que l'on va préformater ces interventions pour qu'elles tiennent dans un format partageable, il n'y a qu'un pas. Ne pas dire qu'il y a de la mise en scène, ce serait vous mentir, mais en l'occurrence, notre objectif, quel est-il ? Nous sommes 17, nous avons un groupe, nous avons donc un temps de parole, l'idée c'est de l'utiliser de manière la plus efficiente possible. Pour nous, il s'agit de nous faire entendre, à la fois à l'intérieur, mais je le disais aussi, à l'extérieur de l'Assemblée. D'où une interrogation. Jusqu'à quel point faut-il se plier aux exigences du spectacle médiatique ? Discuter éthique de l'action politique peut sembler crucial, mais à mon avis, il faut d'abord comprendre ce que peuvent être la nature et le but d'une stratégie médiatique. Comment un mouvement politique, pour étendre son influence, peut-il exploiter les pouvoirs qu'ont les médias sur l'opinion publique ? La question c'est pourquoi faire ? Mais exploiter quel pouvoir ? Suffit-il que quelques députés insoumis passent à la télé pour mélanchoniser sur le champ la société française ? La question des effets de l'exposition médiatique et donc du pouvoir d'influence des médias de masse sur le public est très discutée. L'un des effets les mieux documentés est la capacité qu'ont les médias d'imposer les thèmes autour desquels vont tourner le débat public, que les spécialistes nomment pouvoir de mise à l'agenda. L'effet d'agenda, c'est-à-dire, en gros, l'effet d'ordre du jour. Les médias ont certainement un pouvoir de hiérarchiser les sujets qui sont dans l'air du temps. Attention, les chercheurs ne disent pas seulement que les journalistes sélectionnent les thèmes dont ils vont parler, c'est une évidence. Opérer un tel tri est d'ailleurs précisément leur métier. Non, ils montrent qu'il y a un transfert de l'agenda médiatique sur l'agenda public, une synchronisation entre les thèmes évoqués par les médias et ceux qui vont retenir l'attention du public. Quand je parle de synchronisation, c'est le fait qu'à un moment, la nation se synchronise autour d'une information commune. On va devoir voter tel jour et les gens en parlent. Dans leur article fondateur de 1972, les deux Américains Maxwell McCombs et Donald Shaw étudièrent les comportements électoraux d'une petite ville des États-Unis à l'occasion d'une élection présidentielle. Ils mirent en évidence une forte corrélation entre les thèmes majeurs évoqués par différents médias sur une période donnée et les thèmes retenus comme importants par les électeurs. Ils montraient par là que les médias avaient été déterminants dans la manière dont les électeurs hiérarchisaient les priorités et les enjeux de l'élection. Comprenez bien qu'il n'est pas dit ici que les médias imposent au public les opinions à avoir sur telle ou telle question, mais qu'ils sont en mesure de produire les grands thèmes qui vont retenir l'attention du public et alimenter nos conversations ordinaires comme nos comportements électoraux. Selon la formule consacrée, les médias n'ont pas le pouvoir de nous dire quoi penser, mais à quoi penser. Premier week-end d'automne. Dans l'exemple qui nous occupe, les performances insoumises visent donc à faire parler de la baisse des APL en donnant aux journalistes ce qu'ils aiment, c'est-à-dire des séquences qui, littéralement, font parler. Pour tenter de réveiller en quelque sorte les Français qui sont plutôt sur les départs en vacances. Là, évidemment, les députés partent avec un avantage. Il n'y a pas besoin de se lancer dans de longues explications pour comprendre qu'il y a un problème avec cette mesure. Réussir à mettre à l'agenda une question est une chose. Réussir à suggérer un angle de traitement, c'est mieux. Les ordonnances sur la loi travail, sur le code du travail, évidemment fonctionnent comme un coup d'état social, comme nous l'avons caractérisé. Voyez-vous, une question se présente toujours dans le champ médiatique sous une certaine forme. De même que l'idée d'un écrivain ne s'exprime que par son style, de même une information n'est communiquée qu'en se pliant à un certain cadre interprétatif, que les journalistes produisent pour lui donner du sens. On a déjà donné un exemple de ces cadrages. Les auteurs d'un célèbre article sur le sujet montrèrent par exemple que le traitement médiatique de l'énergie nucléaire aux États-Unis avait évolué à travers le temps. Jusqu'aux années 60, les informations s'y rapportant étaient présentées sous l'angle de la modernité et du progrès. Les incidents et accidents recevaient dès lors une couverture non alarmiste. Un basculement s'opéra dans les années 70, l'accent fut davantage mis sur les risques et les alternatives, rendant plus audibles les critiques. Les médias mettent en scène l'information, la situent dans un certain contexte, relient une question à une autre, l'abordent sous un certain angle. Voilà, plus de place pour les sans-abri, mais en même temps, les centres pour migrants continuent à ouvrir partout en France. L'enjeu pour les chercheurs est de savoir si ces cadrages sont communiqués au public. Savoir si les options de présentation retenues par les médias influencent la perception du public. Donc, il faut que ça passe par la rue.
On constate en fait que ces cadrages n'ont pas pour effet d'imposer au lecteur ou au téléspectateur une opinion précise, mais ont pour effet de délimiter le périmètre du pensable. Ce qu'on appelle dans le savoir sociologique des effets d'imposition de problématiques, c'est-à-dire qu'on finit par considérer comme étant la bonne question sur le sujet, celle qui est plus ou moins martelée de façon majoritaire par les médias. Les médias suggèrent une manière de poser les problèmes, constituant comme légitime un certain type de questions et posant le reste comme peu pertinent. Il est temps pour donner plus de liberté aux entreprises. Le problème ne se résume pas à là. La force politique qui veut faire avancer ses idées doit donc non seulement pousser les médias à en parler, mais aussi à en parler d'une certaine façon, selon le cadrage qui l'arrange. Cette imposition de problématiques ou de cadrage peut notamment passer par des mots qu'une formation politique va marteler à chaque passage média. Ce sont les fameux éléments de langage. C'est Robin des Bois à l'envers, quoi. On prend aux plus pauvres. Pour donner aux riches, et il est en train de se poser comme une sorte de Robin des Bois inversé. C'est plutôt le shérif de Nottingham, vous voyez. C'est l'anti-Robin des Bois. Il y a une urgence financière. Dans l'exemple qui nous occupe, l'approche du gouvernement est administrative, technique, budgétaire. En face des dépenses, il n'y avait pas les recettes. La France a un problème de budget, faut baisser la dépense, tiens, là ça dépasse, tac on coupe. Tout le monde va être mis à contribution. Après on peut discuter, est-ce assez, combien ça rapporte, etc. Mais on ne discute pas sur la nécessité de réduire le montant de cette aide. C'est jamais de gaieté de cœur, mais c'était en l'occurrence pour les APL une économie nécessaire. Ce que veut faire la France insoumise, c'est en proposer une lecture politique. Mais l'exigence d'équilibrer les comptes. Sous la question technique de la réduction de la dépense publique, il y a la question politique de savoir quel groupe social va supporter cette réduction. Serez-vous le Premier ministre d'un gouvernement au service des nouveaux riches qui fabriquent des nouveaux pauvres? Car baisser le montant d'une allocation, c'est réduire le revenu d'individus ou de ménages. Dans le même temps, les insoumis pointent que le gouvernement baisse l'ISF, un impôt touchant les foyers déjà aisés. On diminue le revenu des pauvres, on augmente le revenu disponible des riches. Une politique, en tout cas, de redistribution des richesses au profit de ceux qui en ont déjà plein les poches. La question doit dès lors être posée en termes d'inégalité et de justice. Elle est donc politique. Ce que nous appelons le coup d'État social en métropole. Précisons qu'à l'instar des effets de mise à l'agenda, les effets de cadrage n'exercent pas un pouvoir direct et fort sur l'opinion. Le récepteur de l'information n'est pas contraint à adopter une opinion précise. En revanche, il est conduit à exclure certaines façons de voir le problème. Les aides au logement, ça coûte très cher au budget de l'État, plus de 20 milliards de... 18 milliards. Voilà, enfin environ 20 milliards d'euros. C'est pas trop aujourd'hui. De tels cadrages interprétatifs guident, mais n'enferment pas. Ils laissent ouverte la controverse, mais seulement dans un certain cadre. En l'occurrence, en imaginant même que les insoumis parviennent à rendre évident leur cadrage politique, des objections peuvent encore être soulevées, des points discutés. Ainsi, même en partant de leur point de vue, on peut objecter les effets inflationnistes des APL. Il est connu que l'augmentation des APL profite aussi aux propriétaires puisqu'ils ne se gênent pas pour augmenter les loyers, trop contents de voir ces locataires solvabilisés. Les effets de réduction des inégalités seraient limités par cet effet pervers. Ce à quoi on pourrait répondre que si les propriétaires profitent de la hausse des APL pour augmenter leurs loyers, le chemin inverse est moins probable. Une baisse des APL n'entraîne pas une baisse des loyers. Le débat pourrait ensuite s'élargir à une réflexion globale sur la crise du logement, et ainsi de suite. Résumons. On a un groupe parlementaire rikiki qui en fait des caisses. Les médias en parlent, ces députés s'appuient sur cette fenêtre d'attention pour glisser des idées. Grâce à cela, ils s'échappent de l'Assemblée nationale pour se tourner vers l'opinion publique. Se faire entendre finalement en dehors de l'Assemblée, c'est ça le but. Dans l'hémicycle où vous n'êtes pas majoritaire. Il s'agit de l'influencer en exploitant des effets connus des médias sur l'opinion. La sélection des questions qui vont retenir l'attention du public, et le cadrage de ces questions qui dessinent un horizon de pertinence dans la manière de les aborder. Le but pour eux n'étant pas seulement de s'en tenir à ce travail sur l'opinion publique, mais aussi de produire une mobilisation populaire concrète, en mettant les gens dans la rue pour protester contre les mesures gouvernementales. Vous êtes en train d'essayer de trouver un circuit parallèle aux institutions de la Ve République ? On peut... Alors, pourquoi pas ? Oui, je reprends vos mots. L'idée d'avoir un circuit d'action et d'influence parallèle est tout à fait envisageable. Enfin, c'est ce que nous faisons lorsque nous disons que nous menons une bataille culturelle. Retenons. Premièrement, du point de vue d'une analyse politique, on voit que la France insoumise fait de la politique. Elle combat des adversaires. Elle n'est pas en train de tenir un colloque sur le caractère éthique de la manœuvre. La République en marche, la France insoumise et tout le reste, nous sommes les enfants d'une crise. C'est parce qu'il y a une crise politique profonde que nous avons balayé les autres. Donc quand on arrive où on règle la crise politique, où on est balayé à son tour, c'est ce qui va leur arriver, parce qu'ils règlent rien.
Deuxièmement, du point de vue de l'analyse du pouvoir des médias, il n'y a pas ici une persuasion forte et immédiate du public, mais une tentative d'influencer la manière dont les questions vont se présenter dans le débat public. Troisièmement, je crois pouvoir étayer par là l'idée que les problèmes publics et leur hiérarchisation ne sont pas une donnée objective que les médias révéleraient plus ou moins bien, mais sont l'enjeu et le résultat d'une lutte entre des groupes qui veulent imposer leur lecture de ce qui se passe. J'espère que c'était convaincant. Venezuela.